je pense qu'en termes d'animation, j'ai encore du boulot et j'y travaille encore beaucoup. J'ai pas d'actionnaires là qui sont là parmi. Mais en tout cas, c'est des choses qui nous reprochent encore aujourd'hui. Sinon, comment on a levé? Alors, on a lancé le projet en 2007. Enfin, donc j'étais moi à HEC en 2007. Septembre 2007, le projet pédagogique durait 2 mois. Et au bout de 2 mois, l'apporteur de projet, donc mon associé, me propose de continuer avec lui, de continuer l'aventure. Lui travaillait à l'époque dans un fonds d'investissement qui n'a jamais investi dans Widget, finalement. Il est parti entre-temps. Et pour moi, tout ce qui était millions, enfin les chiffres au-delà de 1000 euros, c'était un peu nouveau pour moi. Étant ingénieur, on ne parle pas de millions en fait. On ne parle jamais de millions, et on ne parle même pas de fric d'ailleurs quand on est ingénieur. Et donc, par contre, on se met dans l'idée de créer une compagnie aérienne, donc il faut forcément lever des fonds. Donc là, on n'avait vraiment pas le choix. Et notre business plan pouvait démarrer avec une levée de fonds de 2 millions d'euros et puis après un leasing bancaire pour pouvoir acheter l'avion. Et donc on est parti comme ça. Et en fait, au bout de 4 mois, on a approché 2 fonds d'investissement. C'était en janvier 2008, qui nous ont dit votre projet est top, on met chacun 2 millions d'euros. Donc ça, c'était un peu fou parce que moi, j'imaginais même pas ce que c'était 4 millions d'euros et ce qu'on pouvait faire avec. Et donc ça faisait à peine 4 mois qu'on avait démarré le projet. J'avais 24 ans, donc c'était assez fou. Et en fait, 2 ou 3 semaines après, les fonds nous rappellent un par un pour nous dire bon, bah, finalement, on n'investit pas, on n'a jamais su pourquoi. Mais bon, donc on se dit bon, ça fait que 4 mois, on va attaquer d'autres fonds. Et en fait, de janvier 2008 à peu près février 2009, on a dû voir 150 fonds d'investissement. J'ai fait 150 pitchs, j'ai dû me prendre 150 portes, et avec des phrases très rigolotes du style non mais les gars, est-ce que vous savez, mon associé ne savait pas qu'il y avait des pédales dans les avions, donc vous ne savez pas piloter, enfin voilà. Ensuite, on nous a sorti 1000 fois l'adage est-ce que vous savez comment il faut faire pour être millionnaire? Ben, il faut être milliardaire et créer une compagnie aérienne. Ça, on nous l'a dit aussi plus d'une fois. Et puis, 2009 est arrivé, la crise est arrivée, février 2009. Et là, les gars commençaient à nous dire, mais sortez un peu de votre projet et lisez les journaux. Les gars, on est en pleine crise là. Donc, créer une compagnie aérienne maintenant, c'est foutu. Revenez dans quelques années. Et donc, on a un peu changé notre fusil d'épaule et on s'est dit, bah, finalement, pourquoi pas aller voir nos clients qui sont finalement des gens qui ont un peu d'argent et qui sont potentiellement business angels. Et donc, on s'est orienté vers ces pistes-là. Peut-être que je sais pas si ou je continue. Il m'a demandé de faire des réponses courtes. Alors et donc, on est allé voir, alors d'abord les contacts proches qu'on avait rencontrés à droite à gauche, puis des banquiers privés. Et certains banquiers privés qui maintenant, en fait, c'est très marrant, ils nous disent on a un rôle de conciergerie maintenant pour nos clients. Juste, on les met en relation avec des gens, les trucs, mais on leur vend plus de produits financiers maintenant. C'est plus, on leur vend un peu du rêve, et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et donc, on a rencontré comme ça quelques personnes, et puis aussi, très marrant, un gars qui montait un CIF, conseiller en investissement financier. Parce que 2009, c'était le début de la loi TEPA. C'était la première année, je crois, ou peut-être la deuxième année de la loi TEPA. Donc, loi TEPA, c'est tous les gens qui ont de l'ISF peuvent investir leur ISF, en gros, dans une société, une start-up, et bénéficient de 50% de déduction d'impôt. Donc, c'est quand même super intéressant pour eux. Et ce gars-là, en fait, son rôle, c'était de mettre en relation des investisseurs TEPA avec des projets. Et ce qui était drôle, c'est que lui, c'était aussi une start-up pour lui, parce que la première fois qu'on l'a vu, on l'a vu dans un café, parce qu'il n'avait pas de bureau non plus, tout comme nous d'ailleurs. Et donc, il sélectionnait quelques projets, il avait déjà des contacts avec différents banquiers privés et différents investisseurs. Et on est parti avec lui, donc ils sont au Success Suisse, donc il n'y avait pas de risque pour nous, en se disant, bon allez, on se lance comme ça. Et donc en mars 2000, enfin non, on l'a rencontré en septembre 2008, ce gars-là. Et à chaque fois, tous les mois, il nous disait c'est bon, je vous ai trouvé 1 million. Et à chaque fois, tous les mois, on n'avait pas le million. Et donc, on revenait. Et moi, j'étais en fin de prêt étudiant. Je commençais à rembourser, j'étais à moins 7 000 euros sur mon compte. Donc, ma banquière commençait à m'appeler toutes les 2 semaines, puis après toutes les semaines. Donc, il fallait vraiment se bouger. Et je pense que c'est un peu le stress à un moment, j'avais plus le choix, qui a fait qu'on a réussi à un moment à fédérer ces gens. Alors après quelques rencontres, les gens qu'on avait rencontrés 1 an avant, etc., qui ont commencé à s'intéresser un peu plus au projet. Et en avril 2009, on a levé nos premiers 400 000 euros avec un business angel.
Et donc, pour la petite histoire, ce gars-là, donc c'est le fondateur d'Abyss Arbitrage, c'est un hedge fund qui est coté en bourse. Et ce gars-là, passionné d'aviation, et on l'avait rencontré via son banquier privé, il nous dit je vais mettre 20 000 euros, ça m'intéresse, mais revenez demain dans mon bureau, et puis on en parlera. Et je vais le lendemain chez lui, il me dit j'ai regardé, je pourrais peut-être mettre 50 000 euros quand même, c'est pas mal. Et revenez après-demain, parce que j'aimerais bien qu'on discute du pacte, etc. Et je reviens le surlendemain, il me dit finalement 100, 200 000 euros, c'est pas mal, mais j'ai quelques questions, et si les réponses sont bonnes, je vous mets 400 000 euros. Et 3 jours après, il est revenu, et ça s'est vraiment fait sur une semaine et demie. 3 jours après, il est revenu en disant ok, je mets 400 000 euros. Et alors, il vient de sortir en partie là, il a fait x3,5, enfin il a sorti la moitié à peu près de son equity aujourd'hui, donc il est à peu près content. Voilà, et donc ça c'est avril 2009, et puis ensuite, 2 mois après, donc le 15 juin, qui est la date fatidique pour la loi TEPA, on a levé 1 million d'euros en TEPA, et après, encore 2-3 semaines après, on a relevé 400 000 euros auprès d'autres business angels. Et donc la première levée de fonds, en fait, on l'a fait auprès de 80 investisseurs privés. Voilà. Bravo. Bon, et toi, Christophe, quand on est VC, qu'on est rodé à l'exercice d'écouter des pitchs qu'on envoie tous les jours et qu'on se retrouve en situation de devoir convaincre pour son projet, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est aussi compliqué? Comment ça se passe? Alors, avant de devenir VC, en fait, j'ai dû lever des fonds de 2 façons. D'abord, lever des fonds auprès de financiers, prêts à financer le business angels, prêts à financer notre structure. Et j'ai eu la chance assez rapidement d'avoir un des vice-présidents de Croissance Plus, le patron de Springer en France à l'époque, et un chef d'entreprise qui ont été prêts à financer en 2012 le projet, lorsqu'il a commencé. Mais ce n'était qu'une partie de notre levée de fonds. Il fallait lever de fonds aussi auprès des groupes de médias. Et j'avais fait pour ça un pré-marketing auprès de patrons de groupes de médias pour demander si l'idée était bonne. Et des gens qui m'ont dit oui, elle est très bonne, allez-y. Donc j'y suis allé. Et en fait, c'est là où les difficultés ont commencé. Parce qu'en France, en fait, les grands groupes français sont finalement très férus d'innovation, mais pas si c'est les premiers à le pratiquer. Ils sont plutôt suiveurs. Et donc, j'ai fait le tour de la place de tous les groupes de médias français. J'avais un petit carnet d'adresses pour voir qui étaient prêts à nous accompagner dans ce projet. Et les premiers qui ont signé, c'était des groupes étrangers. C'est le groupe d'affichage Clear Channel, qui est le 7e groupe de médias en France, qui avait déjà fait ce métier en Suède et qui trouvait ça génial. Le groupe 20 minutes, qui dépendait de Schibsted et de West France, qui avait pratiqué ça aussi en Suède, ils trouvaient ça génial. Donc on a commencé avec eux. Donc on a levé une capacité d'investissement en valeur brute de publicité de 15 millions d'euros par an, donc c'est quand même pas mal qu'on pouvait investir dans les startups. Et puis après, il fallait investir dans les startups. Donc on a cherché les startups et on ne voulait pas se planter dans l'investissement. Donc on a cherché. Et les startups qu'on avait vues étaient toutes pas innovantes ou pas calées. Et puis finalement, en juin 2013, on a effectué le premier investissement dans 2 startups, une qui s'appelle YouBooks, c'est le Spotify du livre, et ça marche très bien, une entrepreneuse qui dirige cette boîte qui a levé plusieurs fois des fonds. Et puis on a investi une boîte qui s'appelle Job Around Me. Job Around Me, c'est l'application mobile pour trouver les jobs à proximité, dans lequel Olivier Mathieu ou Laurent Benamou, qui sont assez connus, ont investi aussi. Et puis après, ça a commencé à démarrer. Donc on a eu plein de dossiers qui sont rentrés, de startups qu'on a vus. Mais comme notre business model, c'est qu'on investit l'espace publicitaire et nous, on est payé à la sortie de l'investissement, eh bien, il fallait de nouveau lever des fonds. Et donc, on a prouvé que ça marchait. Et puis, il fallait voir des investisseurs. Et puis, notre leveur de fonds, à l'époque, nous dit pas de problème, vous allez voir tous les grands fonds d'investissement et ils vont vous mettre de l'argent sans aucune difficulté. Et donc, on se prépare, on fait un mémo, on fait des tests auprès de petits investisseurs pour voir comment ils réagissent. On voit qu'on n'est pas calé, donc on améliore le discours. Et puis, on voit les fonds d'investissement. Et on n'avait pas réalisé le fait que notre métier, qui est finalement un métier à la fois d'investissement et d'intermédiation, était un métier qui était similaire à celui du VC, sauf qu'on ne mettait pas d'argent, on mettait de l'espace publicitaire. Et les VC, nous ont tous dit les uns après les autres, sur 9 semaines à peu près, oui, mais on n'investit pas dans les fonds. Et là, je me suis dit, merde, on a complètement foiré la levée de fonds. on a mal compris comment il fallait lever les fonds. Et là, on est allé voir des business angels. Alors, j'avais quelques business angels que je connaissais, qui s'appelle Francesco Maio, qui était un des investisseurs initiaux d'Interactive World et qui est assez réputé de la place de Paris. Et puis là, on a commencé à réseauter. Et j'ai eu du coup de bol. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, d'abord pour commencer. Donc il a côté flippant. On a toujours l'impression que c'est tellement évident que les gens vont se précipiter pour financer la boîte. Et puis quand c'est un peu sophistiqué, les gens prennent du temps.
Et puis, le coup de bol, c'est qu'il y a une boîte qui s'appelle Fred et Farid. C'est une des principales agences de publicité françaises. Et avec des gens vraiment qui sont parmi les plus créatifs en France. Schweppes, Carambar, Vicomte Arthur. Ces gens-là avaient ont vraiment aimé le projet. Donc, ils ont dit, on t'accompagne. Donc, c'est le premier coup de bol. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui connu, qui vous suit, ça aide beaucoup pour la suite. Puis il y a aussi un type qui s'appelle Laurent Benamou, qui dans le classement de Challenge est le 4e investisseur français dans les startups l'année dernière, qui nous a rejoint aussi. Donc ça aussi, il y avait des noms. Et puis un 4e nom qui était important aussi, c'était le patron de Telsat. Telsat, c'est un type qui est major de l'ENA, major d'HEC, un type absolument brillantissime, et qui lui avait vu le projet 2 ans plus tôt, et il avait dit, je n'y vais pas. Et puis, par hasard, il a vu le patron de M6, Nicolas Taverneau, ils sont copains, ils ont déjeuné ensemble. Nicolas Taverneau lui dit, le Media Focus, c'est un truc qui va exploser en France. Alors le type se dit, tiens, intéressant. Et puis au bord de Telsat, il y a un mec du FSI qui s'appelle Jean Dartuy, que j'avais rencontré, qui trouvait ça vraiment génial aussi. Il lui dit, tiens, tu devrais regarder ça, c'est vraiment génial. Et donc, il m'appelle, il me dit, voyons-nous, je crois que je vais investir dans ta boîte. Et après, c'était facile. Plein d'investisseurs se sont dit, tiens, il y a des grands noms qui investissent, et puis tout le monde a suivi. Donc le conseil, c'est toujours la mentalité française, c'est malheureusement comme ça. Les Français sont des suiveurs par rapport à d'autres nations européennes, et donc il faut trouver quelqu'un qui est un peu la tête de gondole, quoi, grosso modo, qui vous permette qui vous fait suivre. Et du coup, une fois qu'on a levé nos fonds, d'autres groupes de médias sont venus nous voir. Alors, il y a un grand groupe de télévision que je ne peux pas mentionner, mais qui a signé un accord de partenariat avec nous. Puis, un autre groupe de télévision avec qui on est en train de négocier un accord de partenariat. Et puis, ça démarre. Et tout le monde commence en France maintenant à s'intéresser aux médias Focuti. Il y a M6 qui a fait une grosse opération avec Delivery Hero. Il y a TF1 qui a fait l'opération avec Séjourning. Alors, Séjourning a été racheté par une de nos startups, justement, donc, récemment. Donc, pour nous, c'est vraiment une super opération. Lagardère qui commence à s'y intéresser. Donc, ça démarre maintenant. Mais c'est bizarre quand même, et c'est un commentaire personnel. En Allemagne, ça a commencé en 2008. Moi, j'ai rencontré Oliver Zamwer en 2009. Et en France, on commence beaucoup plus tard que les autres. C'est vraiment dommage parce que les Espagnols ont aussi commencé le Media Focuti. Et en fait, il y a beaucoup de startups françaises qui auraient pu développer encore plus rapidement, startups ou sociétés déjà de croissance, parce qu'il y a des sociétés qui font 3, 4, 5, 10 millions de chiffres d'affaires, qui n'ont pas les moyens de faire la communication, mais qui ont des très bons produits et qui pourraient faire la communication, mieux vendre leurs produits. Et bien, toutes ces sociétés-là, qu'on pourrait accompagner en France, éventuellement à l'étranger, parce qu'on a pas mal d'actionnaires étrangers aussi, n'ont pas assez moyens de financement à leur disposition auparavant. C'est assez marrant, comme tu disais. C'est vrai que le fait d'avoir des noms, c'est important. Et au-delà du nom, c'est aussi l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire que, pour être honnête, on me dirait que c'est peut-être malhonnête, mais c'est vrai qu'à chaque fois, au bout d'un moment, on se disait, les investisseurs nous disaient, vous avez combien aujourd'hui? Vous avez levé déjà combien? Ok, vous levez 2 millions, vous en êtes où? Et quand on leur dit 0, clairement, il y a personne, en France, il n'y a personne qui va être le premier à mettre. Donc en fait, on disait, on a la moitié, on a 1 million d'intentions. Ce qui est un peu vrai, parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils étaient un peu intéressés. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça, l'argent appelle l'argent. Et puis aujourd'hui, forcément, on a moins de difficultés aussi à lever une fois que la société fonctionne.